Bonjour à tous. Donc, pour la dernière séance de ce séminaire, je remercie vraiment chaleureusement mes collègues que je vais vous présenter, le professeur Antoine Gaudemet et le professeur Vinoales, d'avoir bien voulu y contribuer. Dans le cadre de notre cheminement autour de l'idée de responsabilité solidaire, nous terminons cette séance par deux thèmes que nous avions mis en valeur lors du colloque de juin de l'année dernière. Prendre la responsabilité au sérieux. Ceux d'entre vous qui l'ont suivi se souviennent peut-être de ce que cette question de la responsabilité, nous l'avions envisagée à partir de trois domaines que le grand historien et économiste Karl Polanyi appelait ceux des marchandises fictives. Polanyi explique, il l'a fait dans plusieurs textes, enfin là où vous le trouverez le plus développé, c'est dans La Grande Transformation, qui est un livre de 1944, qui a été traduit dans les années 80 en France, que ce qui spécifie le capitalisme moderne n'est pas le fait de reposer sur des marchés ou de fonctionner l'économie de marché. Des marchés, il en existe depuis beaucoup plus longtemps, mais le propre du capitalisme est de traiter comme des marchandises trois choses qui ne sont pas des marchandises parce qu'elles ne sont pas des produits d'une activité laborieuse des hommes, mais au contraire des conditions de cette production. Ces trois choses qui vont être traitées comme des marchandises, et qui sont donc des marchandises qu'il appelle des marchandises fictives, sont le travail, la terre et la monnaie. Le travail comme condition de tout fonctionnement économique, c'est-à-dire la capacité des hommes de projeter dans le monde réel les représentations de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils ont dans leur tête. La terre, entendue au sens de la nature, c'est l'un des mots les plus obscurs dont nous nous servons, mais prenons-le comme il est pour l'instant, l'idée homme-nature, donc l'homme est face à la nature, et il va considérer que cette nature est une ressource pour lui inépuisable. Et enfin, la monnaie, qui est un objet impensé ou mal pensé de la science économique, mais qui est l'une des conditions d'existence donc du capitalisme moderne. Or, traiter ces trois conditions de la production comme des marchandises ne peut que se faire que moyennant un certain encadrement juridique qui ne conduit pas à la destruction de ces conditions de la production. Si vous, c'est ce qui s'est passé par exemple en matière de travail au XIXe siècle, si l'on prend le travail comme une ressource librement disponible sur un marché, disponible 24 heures sur 24, sous la seule condition du consentement de ceux qui fournissent cette marchandise, on aboutit, ça a été l'expérience du XIXe siècle, à ce que des masses humaines entières soient menacées dans leur survie même. Ça a été l'expérience du travail des enfants, notamment au XIXe, et les premiers à s'inquiéter de l'atteinte portée aux ressources physiques des nations, ça a été les sergents recruteurs, c'est les états-majors qui, constatant que les enfants des classes populaires n'étaient plus en état de porter les armes, voyaient dans l'essor du capitalisme industriel une menace pour la survie même de la nation dans ses ressources physiques au sens le plus, je le répète, basique et militaire du terme. Et donc, on met des bornes à ce moment-là pour que cette fiction qui consiste à
traiter le travail comme une marchandise que je pourrais poser sur la table indépendamment de moi, alors qu'elle est indissociable de ma personne et que si je suis un peu grippé ce matin, ça se ressent dans ce que je vous raconte. Cette fiction suppose, pour être tenable sur le long terme, c'est-à-dire traiter le travail comme une marchandise, suppose de prendre un certain nombre de précautions juridiques. C'est une fiction juridique qui suppose donc des conditions de soutenabilité. Et tel a été l'objet du droit du travail. Je ne prendrai que cet exemple. Lorsqu'on a inventé l'éclairage artificiel, il devenait tout d'un coup pensable de faire travailler des gens de tous âges 24 heures sur 24. Et on a essayé de le faire. Ça a donné ces temps de travail extravagantes qui sont décrites dans les enquêtes du 19e. Le droit du travail est intervenu en fixant un certain nombre de limites hebdomadaires, quotidiennes, et a instauré un nouveau cadre spatio-temporel de la vie collective qui l'a rendu vivable, qui a fait que ce soit des rythmes qui soient compatibles avec les exigences biologiques et sociales des êtres humains. Donc voilà ce qui s'est passé pour le travail. On peut dire la même chose en matière d'environnement. Nous y reviendrons tout à l'heure. Traiter le travail, la nature, la terre, comme une marchandise dont nous serions maîtres et possesseurs est une fiction qui apparaît facilement si vous vous imaginez face à un champ dont on vous a dit vous êtes propriétaire, je suis le maître. Eh bien, vous allez lui dire au champ, je suis le maître, tu es ma chose, et vous attendez 100 ans, et au bout de 100 ans, le champ vous aura absorbé. Ce qui sera révélé le maître, c'est la terre qui, génération après génération, absorbe les hommes en elle et en fait surgir de nouveau. C'est-à-dire que notre rapport à la terre n'est pas simplement un rapport de possession, mais aussi un rapport de dépendance. Et le concept de droit de propriété que nous avons, alors sous des formes différentes dans le système de common law, mais ce concept est une fiction, repose sur une fiction, met en œuvre une fiction de la même façon que le concept de travail qui est à l'œuvre dans le contrat de travail. Et pour que cette fiction soit tenable, il faut des dispositifs juridiques qui préservent le long terme, la valeur incalculable sur le long terme de la planète Terre, de son absorption tout entière dans du calcul économique à court terme. Ce que je viens de dire est aussi vrai pour la monnaie. La monnaie ne peut être traitée comme une marchandise que par l'effet d'une fiction. Elle symbolise une foi commune. Alors vous avez tous vu, on l'a souvent fait remarquer, que sur le billet d'$1, on l'avait étudié dans la première année de cours d'ailleurs, sur le billet d'$1, la symbolique extrêmement riche qui peut s'y retrouver, puisqu'on trouve la tétractis chez les pythagoriciens, mais aussi il y a « In God we trust ». Donc la monnaie symbolise et soude une communauté de croyants dans la valeur de quelque chose. Donc c'est d'abord un acte de foi collective qui a des effets sociaux. Et c'est ce qui va rendre possible l'échange. Le traiter comme un simple objet d'échange, comme les autres, ne peut se faire qu'en détruisant ses propres vertus. Et on peut penser que c'est un des dangers, je m'approche de votre sujet, cher Antoine Goudmet, que nous courons aujourd'hui, puisqu'on a cru depuis 1971 pouvoir se passer d'une légalité monétaire à l'échelle internationale où il y avait un système de taux de change reconnu par tous et s'imposant à tous. Autrement dit, le système monétaire connaissait une règle hétéronome, verticale, à partir de laquelle on pouvait avoir une appréciation de la valeur relative de toutes les monnaies. Ce système, on a cru pouvoir le faire disparaître en traitant la monnaie comme une marchandise comme une autre qui flotte. On dit qu'elle flotte.
cette référence au flot est permanente dans ce domaine. Ce champ sémantique de la liquidité est important. On pourrait y revenir dans la discussion parce que ça a à voir avec une très vieille opposition juridique entre ce qu'est le droit de la terre et le droit de la mer. Et donner la primauté à la liquidité fait ressurgir des catégories qui étaient propres au droit maritime, comme par exemple la notion d'espace par rapport aux notions de territoire. Donc là, il y a des liens avec les questions d'environnement. Mais à partir du moment où il n'y a plus de garant internationalement reconnu de la valeur de la monnaie, que les monnaies flottent, eh bien, chacun doit s'assurer des risques, des dépréciations monétaires, des taux de change, de la variation de... Et ceci a conduit au développement d'un nouveau type d'instruments juridiques, de produits financiers, développement qui est particulièrement impressionnant quantitativement. Je vais le dire dans un instant, le professeur Gaudemet est certainement le meilleur spécialiste en France de ce qu'on appelle les produits dérivés. Alors, il nous expliquera mieux que je ne peux le faire de quoi il s'agit, mais le montant des encours des produits dérivés détenus hors bilan, bon, c'est détenu hors bilan pour des raisons techniques de comptabilité sur lesquelles je ne m'étends pas, des banques dites systémiques, atteint en 2012 le montant de 720 324 milliards de dollars, soit 15 fois le montant de leur bilan et 10 fois le produit intérieur brut mondial. Bon. Vous voyez, en valeur. Donc nous sommes face à des ordres de grandeur hallucinants, et c'est parce que cette course à la sécurisation, qui au départ a des motifs très légitimes, une entreprise veut se couvrir contre des taux de change, a ouvert la voie à des opérations spéculatives où on se couvre contre des risques qu'on ne court pas nécessairement soi-même. Et c'est plus largement les phénomènes de titrisation qui ont été encouragés par cette nouvelle situation monétaire, la titrisation permettant de convertir une créance en un bien économique négociable. Et là aussi, on a essayé plus ou moins de faire sauter au maximum les limites qui encadraient ces opérations, qui sont techniquement des cessions de créances. Ça a été vraiment encouragé par la doctrine, y compris la doctrine française. J'avais été frappé il y a quelques années de lire sous la plume de collègues parisiens que l'objectivation, je cite, de l'obligation permet d'en organiser l'exploitation comme s'il s'agissait d'un bien, ce qui permet d'en optimiser la valeur, le tout dans un cadre juridique sûr, car répondant plus aux règles de la mécanique qu'à d'incertaines considérations de psychologie. Fin de citation. Alors c'est un texte de messieurs Hennès et Stoffelmink qui date de 2005. Les événements de 2008 ont montré que ces règles de la mécanique pouvaient souffrir certains dérèglements et qu'il n'était pas forcément irrationnel de se préoccuper de la dimension personnelle des opérations de créance. On a affaire à des personnes et pas seulement à des choses. Alors, ces dispositifs créent entre ceux qui y sont impliqués et même ceux qui n'y sont pas directement impliqués ce qu'on pourrait appeler des solidarités, si on veut bien admettre de prendre cette notion dans un sens très large, c'est-à-dire que structurellement, ce qui va se passer à un lieu de la chaîne va affecter tous ceux qui sont ailleurs, éventuellement très loin, comme on a pu le voir lors de la crise de 2008. Et ce risque est appelé risque systémique. Alors nous ne sommes pas techniquement dans le domaine de ce qu'on peut appeler la responsabilité solidaire, mais il m'avait semblé, en organisant ce séminaire, que c'était un sujet particulièrement important, puisque, je le répète, il touche la marchandise fictive qu'est la monnaie, et il crée de fait des solidarités de type nouveau, mais qui peuvent se révéler des solidarités dans la catastrophe. Alors, c'est donc, nous avons commencé ce matin avec cet aspect monétaire. Ensuite, on continuera sur les problèmes d'environnement. Et avant de passer la parole au professeur Gaudemet, je voudrais simplement rappeler très rapidement qu'il est docteur en droit, ça ne vous surprendra pas,
Il est aussi diplômé de Sciences Po et diplômé de sciences économiques de Paris-Dauphine. Il a été professeur à Rennes, où il a dirigé un master de droit des affaires, et avant de rejoindre l'université Panthéon-Assas, Paris 2, où il dirige le MBA de droit des affaires et de droit et de management. Il enseigne à Paris 2 le droit des sociétés, le droit financier, le droit bancaire et le droit des entreprises en difficulté. J'ai mentionné tout à l'heure brièvement sa thèse qui est consacrée aux produits dérivés, aux produits dérivés financiers, qui a été publiée en 2011, je crois, chez Economica, et qui est vite devenu un ouvrage de référence qui a été couronné par de très nombreux prix, et dont, enfin, tous ceux qui s'intéressent à ce sujet, je ne peux que recommander la lecture de cet ouvrage. Il a publié aussi de nombreux articles qui concernent les sociétés et les valeurs mobilières dans les principales revues spécialisées de droit des affaires, notamment la revue des sociétés ou la revue de droit bancaire et financier. Je ne vous donne pas la liste de ces travaux et publications, elle est facile à trouver sur le site de Paris 2. Simplement, je voudrais vraiment vous remercier beaucoup, cher Antoine Godmet, d'être venu ce matin. Donc vous avez 1 heure. Ensuite, on ouvrira une petite discussion, on fera une pause, et puis nous passerons de la monnaie à la nature. Ensuite, donc vous avez la parole, je vous en prie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Alain Supiot, de votre invitation, dont je suis très honoré. Je crains cependant que vous ayez été un peu imprudent de m'offrir de choisir le thème de mon intervention, et moi de retenir pour thème le risque de système, comme vous l'avez compris, dans le cadre d'un séminaire qui est consacré à la responsabilité solidaire. D'abord parce que la notion de risque de système est une notion qui est encore jeune dans l'enfance, dirais-je, qui n'est probablement pas définitivement fixée. On sait dire à peu près d'où elle vient, plus difficilement où elle va. C'est une expression qui est apparue au cours des années 80 dans le discours technocratique et financier, précisément dans les travaux d'un comité, du comité de Bâle sur le contrôle bancaire, pour désigner le risque que la défaillance d'un acteur financier, d'une banque en particulier, se communique au secteur financier tout entier, et au-delà à ce que l'on appelle aujourd'hui l'économie réelle, c'est-à-dire à tous les acteurs économiques, aux entreprises ordinaires. Ce risque, qui, vous l'avez dit, devait prendre corps de manière particulièrement spectaculaire dans la crise de 2008. Mais cette expression, risque de système, elle semble manifestement appelée à devoir déborder rapidement le discours technocratique et financier. Est-ce qu'il n'y a pas également un risque de système dans l'éventualité qu'une épidémie se répandent par le réseau international des transports aériens? Est-ce qu'il n'y a pas également un risque de système dans l'éventualité qu'un virus informatique se propage par Internet? Et d'ailleurs, il est significatif que l'adjectif systémique, qui n'est attesté qu'à partir des années 70 dans les dictionnaires de langue courante, ait rapidement conquis et rapidement pénétré le discours public et médiatique. Jadis, les scientifiques savaient déjà qu'il existait des phénomènes systémiques, certaines maladies, lorsqu'elles atteignent le système sanguin ou le système nerveux tout entier, certaines réactions physiques ou chimiques, lorsqu'elles affectent un corps tout entier, mais à présent, ce sont les phénomènes sociaux eux-mêmes qui sont présentés comme systémiques dans le discours public et médiatique. Le sexisme est systémique lorsqu'il imprègne le corps social tout entier. Le management des entreprises doit être systémique à présent pour réussir. Ce qui atteste de 2 choses, me semble-t-il. D'une part, d'une exacerbation des interdépendances entre les individus et les organisations, sous l'effet en particulier du développement des nouvelles technologies, d'Internet, dont l'usage est revendiqué comme un droit désormais, et puis d'autre part aussi un certain épuisement de la démarche rationaliste déductive traditionnelle pour expliquer ces interdépendances nouvelles, pour rendre compte de la complexité des phénomènes sociaux contemporains. Et au demeurant, c'est bien ainsi que les dictionnaires définissent à présent le mot systémique. Si vous regardez, il est écrit
systémique qui se dit d'une approche des systèmes politiques, économiques et sociaux qui s'oppose à la démarche rationaliste en abordant tout problème comme un ensemble d'éléments en relation mutuelle. Donc avec le risque de système, nous sommes en présence d'une notion en gestation qui, aussitôt apparue sur le terrain financier, prétend déjà s'en émanciper et s'appliquer à tous les phénomènes politiques, économiques et sociaux. C'est cela la première raison de mon imprudence. La seconde raison, c'est que, même à s'en tenir au domaine financier, comme je le ferai bien entendu, le rapprochement du risque de système et de la solidarité, qui est au cœur de vos travaux de recherche, ne va pas de soi. Ce qui frappe, en rapprochant la notion de risque de système de celle de solidarité, ce sont surtout les différences, au point que l'on peut même redouter un antagonisme. Le mot solidarité, vous le savez, a une origine proprement juridique. L'expression risque de système, une origine financière, donc davantage économique. Le mot solidarité renvoie étymologiquement à l'idée de solidité par l'intermédiaire du latin solidus, dont il est dérivé, tandis que l'expression risque de système s'est imposée au langage pour désigner l'instabilité du secteur financier, son insolidité en quelque sorte, et ses conséquences néfastes pour l'économie réelle. Et ce faisant, la notion de solidarité a acquis depuis la fin du XIXe siècle une connotation extrêmement positive, extrêmement favorable, au point d'être devenue une référence obligée de tout discours républicain, au lieu de quoi l'expression risque de système est née grevée d'une connotation négative. C'est d'abord un risque, et elle véhicule à présent avec elle le souvenir mauvais bien entendu, de la crise de 2008 et la crainte d'une nouvelle crise de même dimension. Au demeurant d'ailleurs, avant même que l'expression de risque de système existât, celle plus ancienne de système de finance avait déjà cette connotation négative, puisque c'est ainsi qu'avaient été désignées les expériences malheureuses d'introduction du papier-monnaie en France. Vous savez, ce système du banquier écossais Lass sous la Régence et ce système des assignats sous la Révolution. Plus profondément, et sans doute était cela le plus préoccupant pour le sort de mon exposé, la notion de solidarité, depuis qu'elle s'est émancipée de sa signification juridique primitive, est devenue une figure très généreuse, productrice de liens sociaux et finalement morale. C'est le devoir de solidarité qui figure au fronton de la Constitution de 1946, le plus généreux, le plus social de tous nos textes constitutionnels, tandis que l'expression risque de système est née sur le terrain des marchés financiers, c'est-à-dire là où le marché approche de sa forme la plus pure, de son expression la plus pure, pour désigner le lieu du calcul exclusif des intérêts particuliers, de la rencontre d'intérêts égoïstes et antagonistes qui produit un ordre spontané, détaché de toute considération morale. Sur les marchés financiers, on n'est jamais aussi proche de la vision du marché de Friedrich Hayek, qui se caractérise fondamentalement par son amoralité. Donc pour ces raisons, la rencontre du risque de système et de la solidarité menaçait d'être décevante et mon exposé de tourner court. Sauf, bien entendu, à pouvoir céder de la polysémie du terme solidarité. La solidarité, vous le savez, elle est au cœur de vos travaux. C'est tout à la fois une situation de fait, la situation de dépendance mutuelle qui existe entre les membres d'un même groupe, une relation de droit, la relation qui oblige les membres d'un groupe à répondre les uns des autres, et une prescription morale, le devoir de solidarité qui impose aux membres d'un groupe d'agir en vue de maintenir ou de renforcer cette situation de dépendance. Bref, il existe des solidarités de droit et des solidarités de fait, des solidarités passives, subies, produites par l'ordre spontané des choses, et des solidarités actives, choisies, conformes à l'ordre voulu par le droit. Et cette distinction, bien entendu, est aussi une dialectique. Certaines solidarités de fait, parce qu'elles sont désordonnées ou contraires au sentiment de justice, appellent le remède du droit pour être disciplinées, pour être mieux ordonnées. Et cette dialectique, effectivement, peut éclairer sous un jour assez intéressant la question du risque de système. Pourquoi ? Parce que le risque de système, je l'ai dit déjà, désigne le risque que la défaillance d'un acteur financier se communique au secteur financier tout entier et au-delà à l'économie réelle. Donc il manifeste l'existence d'une solidarité de fait, passive et désordonnée, qui place les acteurs financiers dans la dépendance les uns des autres et au-delà tous les acteurs économiques, toutes les entreprises ordinaires qui font l'économie réelle, dans la dépendance du secteur financier. Et cette solidarité de fait s'est révélée de manière
particulièrement spectaculaire dans la crise de 2008 qui, partie d'un simple dérèglement de la distribution du crédit bancaire aux particuliers aux États-Unis, a conduit à une récession quasiment généralisée de l'activité économique au niveau mondial, puis à une augmentation très importante des dettes publiques. Et donc cette crise a montré la nécessité, l'urgence même, de substituer à la solidarité de fait désordonnée qui s'était imposée entre le secteur financier et l'économie réelle, une solidarité de droit active et ordonnée. C'est le moment de notre histoire économique auquel nous sommes parvenus, le moment où le droit revendique d'assujettir, de soumettre le secteur financier dont le développement lui avait échappé à des solidarités mieux ordonnées, le moment où le droit tente de remettre le secteur financier au service de l'économie réelle en affirmant la primauté de la seconde sur le premier. Donc tel sera le mouvement de mon propos, de mon exposé, le risque de système comme manifestation d'une solidarité de fait, puis comme justification d'une solidarité de droit. Alors le risque de système manifeste d'abord l'existence d'une solidarité de fait qui étend son domaine de proche en proche, comme une onde qui se propage par cercles concentriques. Au centre, il y a une situation de dépendance mutuelle entre les acteurs qui composent le secteur financier. À la périphérie, cette situation impose ses effets à l'ensemble des acteurs économiques qui composent l'économie réelle, c'est-à-dire aux entreprises ordinaires qu'elle expose à devoir subir le contre-coup des défaillances du secteur financier. Et puis en dernier lieu, elle pèse sur la collectivité entière, puisque ce sont les États qui sont mis à contribution pour remédier aux défaillances du secteur financier et à l'affaissement de l'économie réelle qu'elle provoque. Quelques chiffres pour illustrer la mécanique, vous avez employé ce terme tout à l'heure, de cette solidarité de fait. À la fin de l'année 2007, la perte qui était liée au dérèglement de la distribution du crédit bancaire aux États-Unis, au crédit subprime, on y reviendra, cette perte était estimée à 300 milliards de dollars, alors une somme certes importante, mais qui était tout à fait absorbable par le secteur bancaire américain. Et à la fin de l'année 2009, la contraction du produit intérieur brut mondial, c'est-à-dire de la création mondiale de richesses, était estimée à 3 800 milliards de dollars. L'endettement des États avait augmenté de 2 000 milliards de dollars et la quantité de monnaie en circulation de 1 500 milliards de dollars. Il devait encore augmenter par la suite, faisant de la crise financière, devenue économique, une crise de l'endettement public, une crise de la dette souveraine en définitive. Ce qui soulève bien entendu deux questions. Première question, comment en est-on arrivé là? Comment cette solidarité de fait s'est-elle installée puis développée au sein du secteur financier au point d'en faire un système au sens plein du mot? Et seconde question, si l'on veut pouvoir remédier à cette situation, comment cette solidarité de fait s'est-elle imposée à l'économie réelle? Par quelle voie, par quels canaux s'est-elle communiquée à l'économie réelle dans la crise de 2008? La réponse à la première question suppose de pouvoir mesurer l'importance du risque de système au sein du secteur financier. Or, c'est une chose qui est très difficile, à laquelle s'emploient les mathématiciens et les économistes, sans vraiment y parvenir à ce jour. Autant il peut être facile, comme nous l'avons fait, de définir le risque de système comme la somme des interdépendances mutuelles entre les établissements qui composent le secteur financier, autant il est beaucoup plus difficile de prendre la mesure exacte de ces interdépendances. Par hypothèse, tous les acteurs sont en lien avec tous les acteurs, comme dans un rhizome, ce qui défie les lois habituelles déductives du raisonnement mathématique et économique, et qui, nous le verrons, ne va pas sans conséquences pratiques. Nous verrons que le secteur financier joue parfois de la peur, de la crainte du risque de système qui est difficilement mesurable, difficilement quantifiable, comme d'un épouvantail pour exiger des pouvoirs publics la satisfaction d'intérêts particuliers, d'intérêts catégoriels. Alors une manière d'appréhender néanmoins l'importance du risque de système au sein du secteur financier, c'est de prendre appui sur les critères qui ont été dégagés par le G20, le groupe des 20 pays les plus développés, et le fameux comité de Bâle dont je parlais tout à l'heure sur le contrôle bancaire, pour identifier les établissements financiers d'importance systémique qu'on appelle les SIFIs, pour Systemically Important Financial Institutions, c'est-à-dire les établissements financiers, j'abuse de l'anglais, qui sont too big to fail, qui sont trop importants pour chuter, dont l'importance et l'imbrication sont telles qu'ils ne sauraient défaillir sans provoquer une crise du secteur financier tout entier. Ces critères sont au nombre de 5. La taille de l'établissement au sens économique et non comptable du terme, c'est-à-dire en tenant compte
à la fois des engagements inscrits à son bilan et en dehors de son bilan, où peuvent se trouver des engagements très importants. Le degré d'interconnexion de l'établissement avec les autres établissements financiers, en prenant en compte toutes les formes d'engagements interbancaires, les dépôts, les crédits, les contrats dérivés, la détention de titres émis par d'autres établissements financiers, notamment dans le cadre d'opérations de titrisation. Vous l'avez dit, les contrats dérivés, ce sont des contrats qui permettent de transférer le risque de variation de la valeur d'un actif dit sous-jacent, qui peut être un taux de change, un taux d'intérêt, le prix d'une marchandise. Et les opérations de titrisation, ce sont des opérations qui permettent de transformer des créances en titres financiers négociables et ce faisant de transférer le risque qui est associé à ces créances. Donc la taille de l'établissement, le degré d'interconnexion de l'établissement, le degré de concentration des marchés de services financiers sur lesquels l'établissement est présent, en particulier la possibilité de substituer les services financiers offerts par celui-ci avec ceux offerts par d'autres établissements, le caractère international des activités de l'établissement, et plus généralement, la complexité des activités de l'établissement. Plus les activités d'un établissement financier sont complexes, contrats dérivés et opérations de titrisation en particulier, plus elles sont difficiles à évaluer par les autres établissements, au risque que ceux-ci surréagissent aux difficultés de l'établissement en cessant subitement toute activité interbancaire, tout commerce avec celui-ci. Or, il est indéniable, il est certain que ces 5 critères ont augmenté, que le risque de système s'est élevé de manière significative au sein du secteur financier depuis le début des années 90. C'est une certitude. La taille des établissements a augmenté, sous l'effet en particulier d'une politique de concentration bancaire qui a été favorisée par les pouvoirs publics. Il y a beaucoup moins de banques aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans. Le degré d'interconnexion des établissements s'est élevé sous l'effet à la fois du développement de leurs activités dites de marché, proprement financières, et des nouvelles technologies. On sait par exemple que les prêts entre les établissements financiers au sein de la zone euro, qui représentait 53% du produit intérieur brut de cette zone en 1998, en représentait 68% 10 années plus tard, et c'est encore plus vrai des contrats dérivés et des opérations de titrisation. Le degré de concentration des marchés de services financiers s'est accru à mesure que sont apparus de nouveaux produits financiers plus complexes, offerts par certains établissements seulement. Typiquement, le marché des contrats dérivés de crédit est concentré à plus de 90% sur moins d'une dizaine de banques au niveau mondial. Le caractère international des activités des établissements s'est accru, beaucoup par l'intermédiaire de succursales ou de filiales implantées dans des États pratiquant une fiscalité attractive pour les services financiers, comme le Luxembourg ou l'Irlande. Et de manière générale, la complexité des activités des établissements financiers a augmenté. En 10 ans, le volume des contrats financiers et des opérations de titrisation, qui sont parmi les activités les financières les plus complexes, a été multiplié dans des proportions très importantes. Vous avez cité tout à l'heure des chiffres qui défient l'entendement, qui sont proprement ahurissants. Bref, en l'espace de quelques années, le risque de système a progressé dans toutes ses dimensions au sein du secteur financier. Alors bien entendu, dès avant 2008, dès avant la crise de 2008, les États se sont préoccupés d'endiguer la progression du risque de système au sein du secteur financier. Ils l'ont fait principalement en affirmant le principe d'une solidarité de place, ce qu'on appelle la solidarité de place, c'est-à-dire le principe d'une solidarité de tous les établissements financiers d'une même place en cas de défaillance de l'un d'eux. Mais le secteur financier lui-même s'est préoccupé, dans une forme d'autodiscipline, d'endiguer la progression du risque de système en son sein, et plus exactement de contenir la réalisation des interdépendances en cas de défaillance d'un établissement financier. Alors il l'a fait en mobilisant principalement 2 techniques, qui sont 2 techniques classiques du droit privé, qui sont la compensation et les garanties. Juridiquement, techniquement, la compensation se définit comme la possibilité d'éteindre 2 engagements réciproques, 2 dettes réciproques, à hauteur de la plus faible d'entre elles. Et économiquement, la compensation permet de ramener le risque de contrepartie, c'est-à-dire le risque de défaut entre 2 parties, c'est-à-dire le risque de défaut existant entre 2 établissements financiers, du montant brut de leurs engagements, l'un envers l'autre, à un solde net de compensation de l'un sur l'autre. Et ce faisant, la compensation a vocation à jouer à la manière d'une sorte de disjoncteur, de coupe-feu, à protéger le reste du secteur financier de la défaillance de l'un de ses membres. Et les garanties, pour leur part, les sûretés, elles permettent de couvrir le solde net de compensation, c'est-à-dire
d'affecter des biens en garantie à hauteur du risque de défaut qui subsiste entre les établissements. Et même davantage, le secteur financier a obtenu des pouvoirs publics la possibilité d'assurer l'efficacité de ces techniques de compensation et de garantie, non seulement en son sein, entre les établissements financiers, là où existe par définition le risque de système, mais également à l'égard des acteurs de l'économie réelle avec lesquels il est en relation pour la fourniture de certains services financiers. Au nom de la prévention du risque de système, le secteur financier a obtenu le privilège, parce que c'en est c'est un privilège, de pouvoir compenser certains engagements financiers sur les acteurs de l'économie réelle tombés en faillite, et ce faisant d'échapper en partie à la faillite des entreprises de l'économie réelle au mépris du principe traditionnel de l'égalité des créanciers dans la faillite. Donc au fond, avant 2008, les pouvoirs publics avaient accepté dans une certaine mesure de protéger le secteur financier des défaillances de l'économie réelle, des faillites des entreprises ordinaires, alors qu'il eût fallu faire exactement le contraire, protéger l'économie réelle des défaillances du secteur financier. C'est ce que devait montrer la crise de 2008. Alors par quelle voie, par quels enchaînements? C'est la seconde question. Comment la solidarité de fait, présente dans le système financier, s'est-elle imposée à l'économie réelle? La crise est née très classiquement, ordinairement, allais-je dire, d'une défaillance de marché, d'un échec du marché, précisément d'un dérèglement de la distribution du crédit bancaire aux particuliers aux États-Unis. À partir du début des années 2000, les banques américaines ont commencé à prêter à des ménages modestes, que l'on appelle subprime, en dessous de la prime, qui n'avaient pas accès à des prêts normaux, qu'on appelle des prêts prime, pour financer l'acquisition de leur logement. Pour quelles raisons, me direz-vous? Eh bien, principalement parce que les prêts accordés étaient gagés sur la valeur des logements acquis, qui n'avaient de cesse d'augmenter sous l'effet précisément de l'arrivée de nouveaux ménages sur le marché immobilier américain. Au pire, si un ménage ne parvenait pas à rembourser, il revendait son logement, il réalisait à cette occasion une plus-value qui lui permettait de rembourser son emprunt. Vous voyez qu'une bulle spéculative s'est formée de cette manière sur le marché immobilier américain. Et le problème, c'est que lorsque le marché a commencé à se retourner, à baisser au début de l'année 2007, la revente des logements n'a pas pu se faire dans les conditions prévues. Les banques ont saisi les logements en nombre et elles les ont vendus en nombre, ce qui a accentué la baisse du marché immobilier jusqu'à provoquer un effondrement, un krach de celui-ci. Alors les choses auraient pu s'arrêter là et rester circonscrites au secteur bancaire américain qui avait la capacité d'absorber la perte, qui était évaluée, je vous l'ai dit, à 300 milliards de dollars. On avait déjà connu l'éclatement de bulles spéculatives, en particulier de bulles spéculatives immobilières dans le passé. Mais la nouveauté, c'est que cette crise, limitée dans un premier temps au secteur bancaire américain, est devenue de proche en proche systémique, au sein du secteur financier mondial, économique, en atteignant les économies réelles, et enfin souveraine, en mettant les États à contribution, avec à chaque fois un effet amplificateur, un effet multiplicateur. D'abord, la crise a atteint rapidement une dimension systémique au sein du secteur financier mondial, principalement par l'intermédiaire des opérations de titrisation et des contrats dérivés qui avaient disséminé le risque de défaut des emprunteurs américains subprime dans tout le secteur financier d'une manière assez largement occulte. Les créances de remboursement des prêts subprime avaient été massivement cédées par les banques américaines à des organismes de titrisation qui avaient émis en contrepartie des titres souscrits par les investisseurs institutionnels du monde entier, en particulier par les banques et les entreprises d'assurance. Les contrats dérivés avaient également été conclus en quantité très importante, soit directement sur la base des créances de remboursement des prêts subprime, soit indirectement sur la base des titres émis par les organismes de titrisation en représentation de celles-ci. De telle sorte que lorsque le risque de défaut des emprunteurs subprime a commencé à se réaliser dans le courant de l'année 2008, il était difficile de localiser exactement les pertes, d'identifier exactement les pertes dans le secteur financier, de les attribuer à tel ou tel établissement. Ce qui a provoqué aussitôt un très fort sentiment de défiance entre les établissements financiers qui ont coupé court subitement à la plupart de leurs activités interbancaires, et même un premier sentiment de défiance dans l'économie réelle, puisque c'est à cette époque, vous vous en souvenez sans doute, que l'on a vu les clients d'une banque anglaise, la banque Northern Rock, se presser à ses guichets pour demander la restitution de leurs dépôts, c'est-à-dire on a vu une scène de panique bancaire, de bank run, telle que l'on n'en avait plus vu depuis la Grande Dépression.
Ensuite, la crise s'est propagée à l'économie réelle, non sans une certaine forme d'ironie d'ailleurs, par le relais des réglementations comptables et prudentielles qui devaient au contraire garantir la solidité du secteur financier. Les banques et les entreprises d'assurance qui avaient acquis des titres émis par des organismes de titrisation ou conclu des contrats dérivés étaient soumises à une règle comptable de prudence, à une règle comptable de réévaluation périodique des titres et des contrats qu'elles détenaient en portefeuille, que l'on appelle le mark-to-market, c'est-à-dire l'évaluation à la valeur du marché. Or, sur le marché, ces titres et ces contrats ne valaient plus rien. Plus rien, puisque plus aucun investisseur n'était disposé à les acquérir ou à les conclure. Donc les banques et les entreprises d'investissement concernées ont été obligées de procéder à des dépréciations importantes de leurs actifs, de leurs valeurs comptables. Au cours de l'année 2008, vous vous en souvenez sans doute, on a vu successivement de nombreuses banques et entreprises d'assurance annoncer que la valeur de leurs actifs comptables était inférieure de plusieurs centaines de millions, voire de milliards de dollars par rapport à la veille. Et amputées d'une partie de leurs actifs, ces banques et ces entreprises d'assurance se sont trouvées en difficulté pour respecter la réglementation prudentielle qui s'impose à elles, en particulier pour satisfaire le fameux ratio de solvabilité, c'est-à-dire ce ratio qui impose aux banques de maintenir constant un certain rapport entre le montant de leurs ressources propres et le montant de leurs engagements de crédit. Pour continuer à satisfaire ce ratio, les banques ont dû geler leurs engagements de crédit, c'est-à-dire cesser de prêter à l'économie, aux entreprises ordinaires qui composent l'économie réelle, les précipitant nombreuses dans la difficulté, voire dans la faillite, puisqu'aujourd'hui, toutes les entreprises se financent à crédit en ayant recours au crédit. Vous voyez que c'est donc par le biais de la réglementation comptable et prudentielle et par le canal du crédit principalement que la crise financière est devenue économique. Elle devait enfin devenir publique. Les États n'ont pas eu le choix en réalité, et c'est bien ce qui manifeste l'existence d'une solidarité de fait qui leur a été imposée. Il fallait d'abord remédier à la crise du secteur financier, atteint de paralysie par la défiance qui s'était installée entre les établissements financiers et même menacée d'effondrement par la défiance qu'il suscitait chez les déposants. Les États se sont donc retrouvés contraints de garantir, de recapitaliser, voire de nationaliser les établissements les plus en difficulté, beaucoup parce qu'il paraissait inconcevable de laisser les systèmes de paiement qui sont gérés par les établissements financiers s'effondrer avec eux. Et parallèlement, les banques centrales ont été amenées à exercer leur rôle que l'on appelle le rôle du prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire à accepter de prêter massivement dans des conditions favorables à tous les établissements financiers pour ramener la confiance entre ceux-ci et ultimement pour ramener le crédit dans l'économie réelle. Donc il en est résulté déjà une première augmentation importante des dettes publiques et de la quantité de monnaie en circulation. Et puis il fallait ensuite remédier à l'affaissement des économies réelles qui s'étaient produits par des politiques budgétaires de relance, par des politiques keynésiennes qui ont aggravé plus encore les dettes publiques au point d'amener une nouvelle crise de la dette souveraine, celle-là, c'est-à-dire de l'endettement public. Ce qui a conduit en fin de compte les contribuables, vous et moi, les contribuables, notamment les contribuables européens, à être solidaires de fait des errements du système bancaire américain dans des proportions démultipliées par rapport à ces errements. Telles sont donc les caractéristiques de cette crise nouvelle, de cette crise systémique, dont les historiens nous disent, pour autant que la comparaison soit possible, qu'elle est sans précédent dans l'histoire. La globalité, la crise ne connaît ni frontières sectorielles, ni frontières géographiques. Elle frappe le secteur financier, l'économie réelle et l'État dans tous les pays ou presque. La rapidité, moins de 2 ans après la réalisation du risque de défaut des emprunteurs subprime américains, le produit intérieur brut mondial s'était déjà contracté dans une proportion très importante et les dettes publiques avaient augmenté également dans une proportion très importante. L'intensité, ce qu'on appelle l'effet papillon multiplicateur, est considérable. La résonance des dérèglements du secteur financier dans l'économie réelle est considérablement amplifiée. Enfin, surtout, peut-être, au résultat des 3 caractéristiques précédentes, l'irrésistibilité. L'irrésistibilité, en particulier, des décisions très lourdes, très engageantes, ont été imposées à des États supposément souverains dans l'urgence et sous la pression des circonstances. Et c'est sans doute cela qui a troublé le plus, voire choqué les opinions, et qui leur a fait dire plus jamais cela, la solidarité de fait obtenue par le secteur financier des États, c'est-à-dire en fin de compte des contribuables. Il est alors apparu clairement que le secteur financier mondial, en atteignant aux dimensions d'un système, avait échappé aux États et qu'il était nécessaire de l'assujettir
à des solidarités mieux ordonnées, choisies et organisées par le droit. De quelle manière alors ? Pour remédier au risque de système, le choix aurait pu être fait de résorber les interdépendances qui s'étaient imposées au sein du secteur financier, de combattre le système qui avait fait son nid, de combattre le risque de système dans l'œuf, en quelque sorte. Comment ? Eh bien, en diminuant d'autorité la taille des établissements financiers et en luttant contre la concentration des marchés de services financiers, c'est-à-dire en mobilisant principalement les ressources du droit de la concurrence. Au fond, la question pouvait être posée, faut-il accepter l'existence d'établissements financiers too big to fail, dont l'importance est telle qu'ils ne sauraient défaillir sans provoquer une crise du secteur financier entier, des économies réelles et des États ? Est-ce qu'il faut tolérer que des organisations privées atteignent à des dimensions telles qu'elles s'imposent de fait à la solidarité des États, c'est-à-dire à leur souveraineté ? La question était légitime, mais c'est un choix différent qui a été fait. C'est un autre choix qui a été fait. Le choix qui a été fait a été, d'une part, d'essayer de discipliner les interdépendances qui s'étaient imposées entre les établissements financiers et, d'autre part, d'organiser la solidarité qui pourra être obtenue à l'avenir des pouvoirs publics par les établissements financiers, c'est-à-dire de définir en quelque sorte les termes d'un nouveau contrat social entre la collectivité et le secteur financier. Pour discipliner les interdépendances au sein du secteur financier, il fallait d'abord les donner à voir, les rendre visibles, les cartographier à proprement parler. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord imposer la transparence au secteur financier, ce qui renvoie inconsciemment à la défiance naturelle, presque animale, qui peut exister parfois vis-à-vis du monde financier, comme s'agissant du monde des richesses immatérielles, donc suspectes, de l'occulte, donc de l'inavouable, du capital matériel et invisible. La transparence la plus étendue a donc été imposée à tous les acteurs financiers, y compris à ceux qui n'avaient pas le statut légal d'établissement financier et qui se dérobaient ainsi à l'exigence de transparence auparavant. Ce qu'on appelle les activités de la finance de l'ombre, du shadow banking. Les activités de la finance de l'ombre ont été sommées de se dévoiler, ainsi en particulier des activités de crédit, parfois très importantes, des fonds d'investissement, des hedge funds, les contrats dérivés conclus de gré à gré, c'est-à-dire bilatéralement entre deux parties, qui avaient contribué à accumuler des expositions occultes dans le secteur financier, ont été sommés d'être conclus multilatéralement sur un marché où ils se donnent à voir le temps de leur conclusion et déclarés à ce que l'on appelle un référentiel central, c'est-à-dire à un organisme tiers qui puisse les enregistrer à des fins de supervision. Parce qu'en effet, une fois rendues visibles, les interdépendances au sein du secteur financier peuvent être dirigées, canalisées et soumises au contrôle des pouvoirs publics, des autorités de supervision. Elles peuvent être dirigées vers des structures qui sont propres à permettre une mutualisation des risques et que l'on appelle des infrastructures de marché. Là aussi, l'exemple des contrats dérivés est à nouveau significatif. Ces contrats, après qu'ils ont été conclus sur un marché, doivent désormais être compensés par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale que l'on appelle également une chambre de compensation. C'est une technique qui est connue de longue date et qui consiste à interposer entre les parties à un contrat une contrepartie centrale qui garantit la bonne fin, c'est-à-dire la bonne exécution de leurs obligations. Les parties ne sont alors plus liées l'une à l'autre, mais elles sont liées chacune à la contrepartie centrale qui peut exiger d'elle la remise de garanties et d'appels de marge supplémentaires en considération du risque de contrepartie, du risque de défaut né de leur contrat. C'est une technique qui présente trois avantages. D'abord, elle limite le risque de contrepartie, le risque de défaut pour les parties au contrat, puisque la contrepartie centrale garantit à chacune d'elles l'exécution de ses obligations par l'autre partie. Ensuite, elle permet à la contrepartie centrale de réaliser ce que l'on appelle une compensation multilatérale et non pas bilatérale, c'est-à-dire de simplifier les paiements qui sont dus par les participants en rendant chacun d'eux débiteur d'un solde unique de compensation à l'égard de la contrepartie centrale. Et puis enfin, cette technique améliore la transparence du marché des contrats concernés, parce que la contrepartie centrale, par sa position centrale précisément, a connaissance de l'exposition individuelle et collective au risque de tous les participants et peut communiquer cette exposition en tant que de besoin aux autorités de supervision. C'est le dernier aspect, c'est que, rendu visible, puis dirigé vers des infrastructures de marché propres à permettre une mutualisation,
les interdépendances au sein du secteur financier peuvent enfin être contrôlées par les pouvoirs publics qui recouvrent ainsi un pouvoir de contrôle qu'ils avaient perdu sur le secteur financier. Alors bien entendu, ce contrôle ne peut prétendre à l'efficacité que s'il est exercé au même niveau que le secteur financier, c'est-à-dire au niveau mondial et au niveau de toutes les activités financières, bancaires, de marché, mais aussi d'assurance. La surveillance du secteur financier, dit-on aujourd'hui, doit être macro-prudentielle et non plus seulement micro-prudentielle. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus comme auparavant de s'assurer que chaque établissement financier, de banque, de marché ou d'assurance est sain au niveau national. Il faut s'assurer également désormais que la somme des interdépendances de tous les établissements financiers est saine au niveau mondial. Ce qui a conduit à un bouleversement très rapide du cadre institutionnel de supervision des activités financières, qui est marqué à la fois par un transfert vertical des compétences des États à des organisations supranationales et par une mise en réseau horizontale des autorités nationales de supervision financière. Au niveau européen, il y a à présent un système européen de surveillance financière qui est piloté par un comité européen du risque systémique qui associe la Commission européenne, la Banque centrale européenne, les 3 agences européennes de supervision, l'Agence bancaire européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des assurances, et à travers ces dernières, toutes les autorités bancaires, de marché et des assurances des 28 États membres. Au niveau français, il existe un haut comité de stabilité financière qui associe la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité des normes comptables. Et au niveau mondial, il n'existe pour l'heure qu'un Conseil de stabilité financière, mais il est déjà question d'une autorité mondiale de supervision financière. Donc, ce faisant, nous assistons à l'heure actuelle à l'édification rapide d'une architecture financière mondiale, c'est-à-dire à une institutionnalisation sans précédent du secteur financier qui devient un objet de droit pour asseoir une réglementation de droit public ordonnée à la poursuite d'un objectif de stabilité financière. Le secteur financier a fauté parce qu'il était en partie invisible, occulte et donc incomplètement régulé. Il s'agit qu'il soit visible désormais, idéalement que toutes les transactions financières soient effectuées sur des infrastructures pour qu'ils puissent être complètement régulés. Des infrastructures qui se définissent par les fonctions qu'elles assurent, fonctions de paiement pour les systèmes de paiement qui permettent d'échanger des sommes entre leurs participants, fonctions de règlement de titres pour les systèmes de règlement livraison qui permettent d'échanger des titres entre leurs participants, fonctions de compensation pour les chambres de compensation qui, vous l'avez compris, permettent d'interposer une contrepartie centrale dans l'exécution des contrats financiers, fonctions d'enregistrement pour les référentiels centraux qui permettent d'enregistrer les transactions financières intervenues à des fins de supervision. Des infrastructures qui doivent aussi être agréées par les autorités de supervision et qui sont elles-mêmes investies de prérogatives de puissance publique pour pouvoir sélectionner leurs participants et éditer les règles qu'elles leur appliquent afin de mutualiser leurs engagements. Des infrastructures qui, de proche en proche, deviennent essentielles au sens du droit de la concurrence, c'est-à-dire indispensables pour accéder à la fourniture de la plupart des services financiers et qui doivent en conséquence garantir un accès non discriminatoire et une continuité d'exploitation à leurs usagers, comme le ferait un service public. Cette institutionnalisation du secteur financier ne va pas sans susciter d'interrogations, cependant. D'abord, il y a quelque chose d'un peu troublant et peut-être même de paradoxal à vouloir remédier au risque de système en institutionnalisant le système financier, c'est-à-dire à vouloir remédier à une situation de fait en lui donnant une traduction de droit. Il y a même quelque chose d'assez piquant, je trouve personnellement, à ce que les technocrates européens aient eu l'idée de mettre en surplomb du système financier et pour le réguler un système européen de stabilité financière, c'est-à-dire un système institutionnel supplémentaire. Ensuite, cette institutionnalisation ne prétend pas vraiment résorber les interdépendances au sein du secteur financier, mais les diriger vers des infrastructures de marché propres à permettre leur mutualisation. Et dans cette mesure, on est en droit de se demander si, plutôt que de résorber le risque de système, cette institutionnalisation n'a pas pour effet de le déplacer, de le reporter, voire de le concentrer sur les nouvelles infrastructures de marché qui deviennent des points de passage obligés, en particulier les chambres de compensation. L'obligation d'effectuer les transactions financières sur des infrastructures de marché communes accroît les interdépendances des participants entre eux, des établissements financiers entre eux et à l'égard des infrastructures. Elle concentre le risque sur les infrastructures de marché qui deviennent des foyers de risque de système, des nœuds systémiques. En un sens, elle crée même
de nouvelles institutions systémiques. Cela d'autant plus que les infrastructures de marché se caractérisent encore à l'heure actuelle par une certaine diversité d'organisation et de conception d'une juridiction à une autre, d'un État à un autre. Elles peuvent avoir la forme de sociétés commerciales, d'établissements bancaires ou de regroupements d'établissements bancaires, peuvent appartenir au secteur privé ou au secteur public, et même lorsqu'elles exercent les mêmes fonctions, cette fonction peut être conçue d'une manière assez différente. Les chambres de compensation, par exemple, peuvent accepter ou refuser de prendre certains biens en garantie, permettre ou non la réutilisation de ces biens. Donc pour y remédier, il faut alors identifier des principes communs applicables dans toutes les juridictions qui garantissent à la fois l'efficience et la robustesse des infrastructures de marché. L'efficience des infrastructures de marché, c'est-à-dire leur aptitude à produire les avantages que l'on en attend, réduction des coûts, réduction des risques et accroissement de la transparence. La robustesse des infrastructures, c'est-à-dire leur aptitude à résister à des situations exceptionnelles de marché, à des situations de stress. Bref, on a le sentiment que la difficulté n'est pas réellement résolue, mais bien plutôt déplacée, que le risque de système n'est pas éliminé, mais qu'il est plutôt concentré sur des infrastructures de marché que l'on espère mieux aptes, plus aptes à le gérer. Enfin, cette institutionnalisation du secteur financier, l'édification d'une architecture financière mondiale, d'un réseau mondial d'infrastructures de marché et d'autorités de supervision, représente évidemment des coûts de transaction très élevés qui ont vocation à peser en dernier ressort sur les utilisateurs de services financiers et sur la collectivité. Au point que l'on se prend à mettre en balance les avantages et les coûts de cette institutionnalisation et à se demander de nouveau si les coûts que représenterait une diminution, une réduction des établissements financiers les plus importants, c'est-à-dire principalement des déséconomies d'échelle dans les activités financières, si ces coûts ne seraient pas inférieurs aux coûts de l'édification d'une architecture financière mondiale avec un bénéfice peut-être plus évident en termes de lutte contre le risque de système. La question, à mon avis, conserve toute sa pertinence aujourd'hui. Est-ce qu'il faut accepter l'existence d'établissements dont l'importance est telle qu'ils ne peuvent défaillir sans provoquer une crise du secteur financier, des économies réelles et des États? Est-ce qu'il faut tolérer que des organisations privées qui accaparent dans une certaine mesure les ressources publiques, comme les systèmes de paiement, atteignent à des dimensions telles qu'elles s'imposent de fait à la solidarité des États? Au demeurant, cette question n'est déjà plus qu'un aspect d'un problème qui est devenu plus vaste, le problème que soulèvent aujourd'hui les entreprises que l'on appelle parfois cruciales, qui accaparent certaines ressources publiques comme Internet et qui atteignent des dimensions tellement importantes qu'elles échappent en fait à la souveraineté des États et se faisant à toute forme d'autorité, à toute forme d'hétéronomie. Cependant, cette voie n'a pas été complètement négligée lorsqu'il s'est agi d'organiser la solidarité qui pourra être obtenue à l'avenir par le secteur financier, des économies réelles et des États, de définir ce que j'ai appelé tout à l'heure les termes d'un nouveau contrat social entre la collectivité et le secteur financier. Les termes de ce contrat ont été recherchés principalement dans deux directions. D'une part, dans la séparation des activités de dépôt et de crédit et des activités de marché proprement financières des établissements financiers, afin d'éviter que le risque des secondes, des activités de marché, se communique aux premières, aux activités de dépôt et de crédit. Et d'autre part, dans la mise à contribution des acteurs internes des établissements financiers, c'est-à-dire de leurs actionnaires, de leurs créanciers, mais aussi de leurs déposants, pour les renflouer en cas de difficulté, afin d'éviter d'avoir à mettre à contribution les acteurs externes, c'est-à-dire les États et à travers eux les contribuables. La séparation des activités de dépôt et des activités d'investissement des établissements financiers, c'est une solution très ancienne. C'est déjà la solution qui a été retenue par les États-Unis au sortir de la Grande Dépression dans le Glass-Steagall Act de 1933, qui devait, ironie de l'histoire, qui devait précisément être abrogé en 1999 pour permettre la formation d'un établissement Citigroup qui devait se révéler ultérieurement systémique dans la crise de 2008. Cette séparation, elle repose sur idée de bon sens que les déposants, dont les dépôts généralement ne sont pas rémunérés, n'ont pas à supporter les risques pris par les établissements financiers dans leurs activités de marché dont ils ne tirent pas profit. Et cette idée, elle permet tout à la fois de garantir la confiance des déposants dans les établissements financiers en évitant des phénomènes de panique bancaire, de bank run, lorsque ces établissements rencontrent des difficultés, et de sanctuariser
la fonction essentielle des banques, la fonction traditionnelle des banques qui consiste à transformer les dépôts en crédit et qui est indispensable au fonctionnement de l'économie réelle. Donc l'idée est de bon sens, mais pour autant elle a été assez efficacement contenue, en particulier par les établissements financiers européens, au nom de la défense du modèle de ce que l'on appelle la banque universelle, qui associe donc des activités de dépôt et des activités de marché, au nom de la défense du modèle de banque universelle qui aurait la vertu d'être contracyclique, c'est-à-dire de permettre d'atténuer les effets des cycles économiques plus marqués sur les activités d'investissement avec les activités de dépôt qui sont plus régulières. Alors, l'argument était assez surprenant dans le contexte de crise, parce que l'argument sous-entend que la rentabilité des activités d'investissement doit primer sur les activités de dépôt, que les secondes doivent pouvoir servir d'amortisseur aux premières. Pourtant, cet argument a été généralement entendu par les pouvoirs publics qui ont manifesté à nouveau à cette occasion que leur préférence continuait d'aller à des établissements financiers de grande taille, à des champions nationaux, bref, à la concentration du secteur financier. Il en est résulté le plus souvent une séparation à minima, consistant dans une filialisation des activités de marché et dans leur soumission à une réglementation prudentielle autonome, en particulier à une détention de ressources propres autonomes. En France, l'effet d'affichage politique a été particulièrement net, puisque la loi de 2013, dite de séparation et de régulation des activités bancaires et financières, n'a eu sur ce point presque aucun impact sur la plupart des établissements qui avaient déjà filialisé leurs activités de marché. Et cela est d'autant plus remarquable que les déposants pourront en revanche être mis à contribution à l'avenir pour participer au renflouement des établissements en difficulté. C'est le second aspect du nouveau contrat qui a été défini entre la collectivité et le secteur financier. Pour éviter le renflouement externe des établissements en difficulté par les États et les contribuables, que l'on appelle le bail-out, la priorité devra être donnée à l'avenir au renflouement interne des établissements que l'on appelle le bail-in par opposition. C'est une priorité qui est logique. Les actionnaires d'un établissement financier, ses créanciers dans une moindre mesure, acceptent d'encourir les risques et sont intéressés à ses profits. Donc il est logique qu'ils répondent les premiers de ces difficultés, de ces pertes, avant les États et les contribuables. Mais il reste que parmi les créanciers qui pourront être mis à contribution pour le renflouement interne des établissements en difficulté pourront également figurer les déposants. Certes, en dernier lieu, c'est-à-dire après les actionnaires et les autres créanciers, et au-delà seulement d'un certain montant garanti par un mécanisme de mutualisation, par un fonds de garantie qui est abondé par les établissements financiers, mais néanmoins, ils pourront éventuellement être prélevés dans leurs dépôts pour supporter les pertes d'un établissement dans lequel ils n'avaient fait que déposer leurs avoirs dans le but de les récupérer sans vouloir encourir le risque. Tant et si bien que l'on en vient à se demander si la priorité donnée au renflouement interne sur le renflouement externe, au bail-in sur le bail-out, n'est pas en partie exagérée, voire trompeuse. Au fond, la différence est-elle si importante entre prélever les déposants dans leur épargne, certes en dernier ressort et au-delà d'un certain montant garanti, et prélever les contribuables par l'impôt? Ce sont peu ou prou les mêmes qui continueront de répondre de risques qu'ils n'avaient pas acceptés, de se voir imposer une solidarité de fait à laquelle ils n'avaient pas consenti. Bref, vous aurez compris qu'un certain scepticisme est permis quant aux remèdes instaurés pour remédier au risque de système, quant à la solidarité de droit qui a été inventée pour remédier à la solidarité de fait imposée par le secteur financier à l'économie réelle et aux États. On est en droit de penser que le risque de système demeure dans le secteur financier, quoique mieux connu et mieux discipliné qu'avant, que cette connaissance et cette discipline représentent un coût élevé pour un résultat qui n'est pas évident et qu'il eût peut-être, pour ces raisons, été préférable de combattre le risque de système dans l'œuf en diminuant d'autorité la taille des établissements financiers les plus importants et en leur imposant de séparer plus nettement leurs activités de dépôt et de crédit, indispensables à l'économie réelle, de leurs activités de marché. Du point de vue de la lutte contre le risque de système, le secteur financier optimal est composé d'établissements nombreux et de taille moyenne qui font défaut de temps à autre, sans conséquence en chaîne, quitte à devoir supporter des déséconomies d'échelle dans la fourniture de certains services financiers. Ce qui laisse encore deux questions ouvertes, et j'en finirai par là. D'abord, de quoi tout ceci est-il le nom ? Tout ceci est le nom d'une certaine défaite des États à réguler des organisations privées qui atteignent des dimensions telles qu'elles parviennent à s'imposer à eux en fait, qu'elles parviennent à s'imposer à leur solidarité en dehors des règles du jeu démocratique. Ce qui heurte bien entendu le sentiment démocratique, le plus préoccupant étant que, aussi longtemps que le secteur financier sera assuré
de cette solidarité de fait, de cette caution implicite des États, il continuera probablement de verser dans des prises de risques excessives avec la perspective de nouvelles crises systémiques. Ensuite, est-ce que ce scepticisme doit être un pessimisme, un fatalisme? Pas nécessairement, je pense. L'institutionnalisation du système financier a au moins cette vertu de faire émerger rapidement des autorités mondiales de supervision qui pourront peut-être un jour s'imposer au secteur financier, lui imposer une diminution de ses établissements les plus importants, voire une séparation des activités de dépôt et des activités d'investissement. Et si cette institutionnalisation n'y parvient pas suffisamment rapidement, il se pourrait que le progrès technique, qui promet d'être très perturbateur, très disruptif pour faire moderne dans les marchés de services financiers, s'en charge, à moins bien entendu que ce progrès technique soit accaparé par les établissements financiers en place. C'est sur cette note d'espoir que je terminerai. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup pour ce très bel exposé qui nous a pleinement rassurés sur l'état des finances internationales. Peut-être je vais passer la parole tout de suite à Jorge Vinuales, qui s'est aussi occupé de droit des entreprises et donc qui n'est pas ignorant des questions financières. Merci beaucoup, cher Alain. Et je voudrais profiter aussi pour remercier le professeur Godmet de cet exposé très très clair. Je pense vraiment, j'ai regardé déjà la question de la crise de 2008, mais je pense que je la comprends un peu mieux maintenant, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile à saisir, notamment sous l'angle du droit. Donc j'ai une foule de questions, mais afin de procéder d'une manière relativement organisée, il y a une première question qui m'a semblé, qui m'a interpellé en fait. Et c'est la question, à un certain point, quand on est confronté à ces choix de que faire, et s'offrent ces deux possibilités, ces deux grandes possibilités, une d'essentiellement réduire la taille et en même temps réduire la concentration du marché, et l'autre au fond de maintenir la taille et la concentration du marché, mais l'institutionnaliser d'une manière plus technocratique et plus internationalisée, plus loin du citoyen d'une certaine manière. Pourquoi est-ce qu'on choisit la deuxième, et quel est le rôle du droit dans ce choix de la deuxième? Parce que certainement, il peut y avoir des considérations politiques. Ces considérations politiques, elles peuvent être justifiées sur un plan économique avec justement cette question des économies d'échelle issues de la taille d'une institution financière. Mais le droit aussi pose des limites dans la marge de manœuvre qu'on peut permettre au pouvoir public, même quand ils interviennent. Et notamment, j'ai pensé à cette possibilité de découper une entreprise, ou de découper une institution financière, ou de restructurer les marchés. Quand on fait cela, en fait, il y a un certain nombre de garanties constitutionnelles, mais aussi au niveau du droit international, notamment les droits des investissements, qui sont mis en cause, et qui d'ailleurs sont mises en cause non seulement en matière de réglementation bancaire, mais aussi dans toute une série de domaines où la réglementation change, notamment pour des raisons de police ou d'intervention étatique pour les biens communs. Donc, je me demandais dans quelle mesure, pourquoi, d'une part, on a choisi cette deuxième voie avec toute la problématique que cela représente, et quel est le rôle du droit, dans quelle mesure le droit a contraint, a limité la possibilité de choisir une autre expression de la solidarité, si vous voulez. Alors, pourquoi ce choix a été fait de s'orienter plutôt vers ce que j'ai appelé une discipline des interdépendances dans le secteur financier, davantage que dans un démantèlement du secteur financier. Alors, il y a effectivement les objections que vous soulevez de nature constitutionnelle, conventionnelle, qui représentent un certain nombre de garanties pour ces établissements financiers et qui auraient pu être mobilisées. Je crois que plus fondamentalement, votre question est un peu piégeuse. Il y a beaucoup la question du lobbying bancaire dans le fonctionnement de nos processus démocratiques. Les établissements financiers ont une
une certaine prise sur le processus démocratique pour défendre leurs intérêts catégoriels. Et ça peut expliquer, au moins en partie, que ce soit la direction qui a été prise dans les discussions. Se dire aussi que le secteur financier a un certain talent parfois à construire un rideau de fumée, je veux dire à créer sa propre opacité pour tenir un peu à l'écart de ces subtilités les décideurs politiques, faire état de la complexité de ces activités pour agiter un peu aussi cette peur du risque de système et par ce biais parvenir à obtenir un certain nombre de décisions qui sont plus conformes à ces intérêts catégoriels. Je crois qu'il y a cet aspect-là. Il y a aussi un aspect sociologique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certains éléments du corps administratif d'État qui sont plus réceptifs aux arguments de l'activité bancaire, dans la direction du Trésor par exemple, et une tendance à accueillir plus facilement les revendications du secteur bancaire. Donc ces choses-là jouent également. C'est peut-être propre à la France. Je ne crois pas, hein, mais enfin, propre à la France, c'est-à-dire cette emprise sur la réglementation. Je pense que justement, c'est ce qui m'avait... Oui, non, je voulais dire cette perméabilité des fonctions. Il y a des études, on le sait maintenant, à la direction du Trésor, c'est-à-dire ce qu'on appelle revolving door, c'est ça le système, c'est-à-dire de passage permanent de fonctions dans la banque aux fonctions de représentation de l'État ou d'administration publique. C'est évidemment ce à quoi je faisais référence. Il y a une polémique qui a pris naissance d'ailleurs lorsque l'actuel gouverneur de la Banque de France, qui venait du principal établissement financier français, est venu dans les fonctions de gouverneur de la Banque de France. Oui, participe de ce questionnement. Ce qui est fréquent aussi ailleurs qu'en France. Maintenant, en ce qui concerne cette espèce, à nouveau, si je peux continuer avec... J'ai vraiment une série de questions, mais je ne vais pas... Enfin, je vais pas toutes les poser. Peut-être on pourra en parler tout à l'heure. Mais une question aussi qui m'a semblé intéressante, en fait, c'est pourquoi la réponse a été d'éloigner, de centraliser et d'éloigner. C'est quelque chose qu'on rêverait en droit de l'environnement. En droit de l'environnement, vous savez, en fait, le changement climatique, c'est tout aussi un problème global que l'interdépendance financière. Et pourtant, la décision qui a été prise l'année passée, c'est de désinternationaliser, c'est-à-dire de revenir vers l'État. Et je me demande dans quelle mesure cette espèce d'éloignement, de technocratisation, de centralisation, ne permet pas, on ne revient pas à, au fond, rendre encore plus obscur, certes plus clair, en tout cas a priori pour l'institution centrale, mais plus opaque pour les externes et donc plus difficile à soumettre à un contrôle démocratique, si vous voulez. Absolument. Oui, absolument. Il y a ce phénomène d'institutionnalisation. Au sein de ce phénomène, il y a donc une intégration verticale des transferts de compétences des États vers des autorités supranationales qui, paradoxalement, éloignent plus encore ceux qui ont eu à répondre en dernier ressort des centres de décision. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est en quoi, je disais, cette réaction à la crise systémique en créant un système institutionnel avec sa logique propre, assez éloignée des considérations démocratiques élémentaires, est finalement assez paradoxale. Peut-être une toute dernière question, sans vouloir monopoliser la parole, mais j'ai été très intéressé par deux remarques. Donc, tout d'abord, la citation qu'Alain Supiot a mentionnée tout au début de sa présentation sur cette idée de la mécanique des marchés financiers comme un modèle physique, mais de physique classique, donc de mécanique classique, et aussi cette idée que la complexité, on ne peut pas véritablement la saisir avec des modèles économiques, y compris des modèles financiers, qui restent au fond des modèles classiques.
à la différence de la compréhension d'autres systèmes. En fait, à la différence du système socio-économique qui est certainement, je pense, un système complexe. On continue à essayer de les comprendre avec des modèles économiques qui sont d'une certaine manière classiques, alors que dans d'autres disciplines, en biologie, en sciences climatiques, en informatique, on utilise des modèles qui sont complexes, et puis on accepte cela d'une manière assez ouverte, même si on comprend moins ce qui se passe, justement parce qu'il y a ces interactions des réseaux, donc on ne voit pas vraiment toutes les lignes d'interaction entre facteurs, donc on comprend moins bien, mais le résultat est plus proche de la réalité. Pourquoi est-ce qu'il y a une espèce enfin, ce que je suis tenté de dire, et surtout de vous poser la question, aussi bien en tant qu'économiste qu'en tant que juriste, j'ai l'impression que ces dernières années, il y a eu une mouvance en sciences économiques beaucoup plus intéressante en dehors des facultés des sciences économiques, c'est-à-dire en physique, en psychologie, qu'en faculté des sciences économiques. Et ces mouvances auraient peut-être permis de mieux comprendre le risque systémique. Je me demande dans quelle mesure cela est intégré au raisonnement qui sous-tend la manière de faire des règles. Oui, je partage tout à fait votre point de vue. Il y a sans doute beaucoup à apprendre des sciences physiques, chimiques, biologiques dans la manière dont elles appréhendent les systèmes complexes. Et de ce point de vue, sans doute le droit, la manière dont il est enseigné, reste encore plus tributaire de la démarche rationaliste que j'ai appelée classique, déductive tout à l'heure. On voit ça, je vous le disais, dans cette question qui est finalement lourde d'enjeux pratiques de l'évaluation du risque de système. On voit qu'il y a une difficulté, c'est en train d'être fait, mais à projeter le raisonnement mathématique sur cette réalité économique pour pouvoir parvenir à appréhender ce système complexe où tout est en interdépendance avec tout. On a plutôt tendance à raisonner sur un lien binaire d'obligation, le rapport d'un débiteur, d'un créancier, qui peut éventuellement avoir des conséquences par ricochet, comme dans les chaînes de sous-traitance avec l'action directe, mais on a encore sans doute davantage de mal à faire émerger à s'approprier en tout cas ces acquis d'autres sciences, oui, c'est probable. Oui, vous pourrez réintervenir, hein, Jorge, dans la discussion. Vous avez évoqué, Antoine, la question de l'assurance à plusieurs reprises. On parle aussi de banque assurance. Donc, ce qu'on appelle le système financier, c'est le système bancaire, mais on a vu lors de la crise de 2008, d'ailleurs, qu'il y a un grand assureur qui a dû être sauvé, lui aussi, par le contribuable américain d'abord. Comment peut-on définir aujourd'hui cette frontière entre la banque et l'assurance? Est-ce qu'elle a encore une signification? Quels sont les liens entre les deux? Non, elle est de plus en plus, difficile à définir. Le mouvement historique est le suivant. À l'origine, les banques sont sur une fonction proprement bancaire, c'est-à-dire de transformation des dépôts en crédit. Et puis, elles se sont développées dans des activités d'investissement, dans des activités de marché que j'ai appelées proprement financières, et également aussi dans des activités d'assurance. Donc, ce modèle de banque universelle inclut également des activités d'assurance. Alors, à tel point qu'on le voit précisément dans le cadre institutionnel qui est mis en place, et il y a une notion qui émerge, qui est la notion de service financier, et qui couvre tout à la fois les services bancaires, les activités de marché et les activités d'assurance. On le voit ne serait-ce qu'en France, on a une autorité unique pour l'activité bancaire et l'activité d'assurance, qui est l'autorité de contrôle prudentiel, et de résolution, qui contrôle à la fois les banques et les activités d'assurance. On le voit aussi beaucoup dans une question qui est convergente dans toutes ces activités, qui est la question de la commercialisation des produits financiers, parce qu'on se dit finalement placer un produit d'épargne, un livret A ou un contrat d'assurance vie est très différent, et donc on voit une convergence. Il y a en France un forum des régulateurs qui associe l'AMF et l'autorité de contrôle et de prudentiel et de résolution pour ces questions de distribution de produits financiers qui incluent les produits bancaires, proprement financiers et d'assurance. Donc l'assurance est dans cette orbite à présent. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu préoccupant si je me réfère un peu à l'histoire de l'assurance? Enfin, si on remonte, au début, c'est des techniques de droit maritime.
Ensuite, ça se développe à partir du XVIIIe, XIXe siècle avec les progrès du calcul de probabilité. Ce sont des questions qu'on a évoquées en cours à propos de la gouvernance par les nombres. Et la question qui surgit très vite, c'est la distinction qui peut être faite entre le pari et l'assurance. A priori, la loi n'accorde pas sa protection aux jeux. Donc, si on parie, eh bien, on le fait complètement à ses risques et périls, et il n'a pas une possibilité de saisir le juge en exécution du pari. Donc, la question s'est posée très tôt, et elle a été réglée notamment en Angleterre au XVIIIe siècle dans le Gambling Act, dont j'ai plus en tête la date exacte, mais c'est fin XVIIIe. Qui fait une séparation nette en disant on n'a pas le droit, par exemple, de prendre une prime d'assurance sur la vie de quelqu'un qui est dans la salle. Là, il faut qu'il y ait un intérêt personnel, c'est-à-dire le motif de l'opération doit être pris en compte pour définir sa légitimité. Donc on s'est soucié de réduire l'assurance dans un périmètre qui est caractérisé par le but poursuivi. Donc l'assurance peut être une bonne chose si elle vise à garantir ses enfants de sa propre disparition, mais si on parie sur la vie du voisin qui n'en a aucun lien, ça peut devenir même une opération assez dangereuse, parce qu'on peut mettre un contrat ensuite sur lui, comme on dit, enfin le terme contrat employé ici dans un sens qui n'est pas celui évidemment de mes collègues civilistes. Alors on a l'impression que ce que vous décrivez, c'est au contraire un mouvement où à aucun moment on ne réfléchit à cette question du périmètre de l'assurance, et que même les techniques que vous avez si bien étudiées et rappelées, où cette distinction entre finance et assurance disparaît parce que face à, par exemple, un risque de change, je vais m'assurer contre ce risque de change par un produit financier, et puis quelqu'un va pouvoir prendre ce produit comme sous-jacent et faire une spéculation sur ce produit lui-même. Donc, la prise de distance vis-à-vis des sous-jacents réels, qui explique les montants extravagants que je citais tout à l'heure, puisqu'on est dans des espèces de montagnes spéculatives, est une des sources du problème. Donc, est-ce qu'à aucun moment, on ne pourrait pas envisager de revenir à des définitions fonctionnelles de ce qu'est le périmètre de l'assurance, de ce qu'est le périmètre de la finance? On n'a pas l'impression qu'on aille du tout dans cette direction, telle que vous le décrivez. La plupart des ensembles financiers aujourd'hui intègrent des activités d'assurance, mais qui restent pour partie soumises à des règles particulières. Notamment, il y a évidemment cette question en matière d'assurance, un intérêt d'assurance. Il faut qu'il y ait un intérêt pour l'assurer à prendre l'assurance, qu'on ne retrouve pas du tout dans les dérivés, puisqu'il peut y avoir une dimension spéculative. Comme vous l'avez dit, on ne spécule pas sur un contrat d'assurance. Au mieux, on est indemnisé à hauteur de la perte qu'on a subie, mais on ne peut pas spéculer. Ce qu'il y a, c'est qu'économiquement, aujourd'hui, ces entreprises d'assurance participent d'ensemble plus vaste, quoi qu'il soit. Je ne crois pas que la distinction juridique entre ce que sont les dérivés et les assurances se soit perdue, au contraire, mais sont assujettis à des règles différentes, mais qui participent d'ensemble plus vaste de cette concentration du marché bancaire et de la tendance à regrouper des établissements d'assurance. Vous avez dit, en commençant votre exposé, que les marchés financiers, au fond, c'est la forme la plus pure du marché. Ce qui est une idée qui est généralement reconnue, parce qu'on se dit même, il n'y a même plus besoin d'être humain, les ordinateurs peuvent le faire sans nous. Sauf que certains économistes contestent cette idée. Je pense en France aux travaux, au dernier livre d'André Orléans, qui appelle à refonder les bases théoriques de l'économie, où, s'appuyant sur les travaux de Keynes, il dit justement le marché financier ne fonctionne pas comme les autres marchés. Il fonctionne selon le principe de ce que Keynes appelait le concours de beauté. C'est-à-dire, alors je vais essayer d'être clair, sur un marché de biens, si on achète, on va investir dans la production de machines-outils, c'est parce qu'on pense qu'il va y avoir des clients pour les machines-outils, etc. Donc c'est en considération d'une représentation d'un état réel de l'économie. Sur un marché financier, on va investir parce qu'on pense que d'autres vont penser que la valeur va augmenter.
Donc la loi de l'offre et de la demande, c'est ce que démontre, enfin ce que rappelle, parce que je vous dis c'est chez Keynes avant d'être rappelé dans ce livre d'Orléans, c'est que le marché financier n'a pas ces vertus contracycliques des marchés ordinaires, puisqu'il est favorable aux boucles spéculatives, puisque au fond peu vous importe la valeur réelle, d'ailleurs il n'y a plus de base ou de sous-jacent réel, vous êtes dans une logique de jeu et de spéculation. Ce qui vous importe, c'est ce que vont croire les autres opérateurs sur ce marché. Donc de ce point de vue, c'est un marché d'un type très très particulier, et c'est peut-être un peu préoccupant de voir qu'il est considéré maintenant comme la matrice de tous les marchés. Alors j'avais aussi une question à propos de ce que vous avez expliqué sur les subprimes. Parce qu'on peut y voir, alors, bien entendu, ça a été dit par vous deux, je crois de façon tout à fait assez évidente, c'est-à-dire les choix qui ont été faits après la crise relèvent largement d'analyse de sociologie politique, d'intérêt en jeu, de puissance des intérêts en jeu. Mais on peut y voir aussi un certain nombre de raisons juridiques, je veux dire, de déploiement de l'imaginaire contemporain. Et ce qui est très frappant sur les subprimes, et c'est pour ça que j'ai évoqué cette citation de nos excellents collègues à propos de leur fascination pour les règles de la mécanique, c'est l'idée de se représenter un système contractuel comme purgé de toute considération des personnes dans leur individualité. C'est-à-dire de purger au fond de ce qui est à la racine même de la notion de crédit, c'est-à-dire la notion de croyance, donc la notion de foi dans quelque chose qui doit avoir un garant pour qu'on puisse continuer à y croire. C'est cela, on a l'impression qu'on cherche à faire des montages qui permettent de faire l'économie de toute considération des personnes, et on l'a fait par le recours à une notion qui, pour un malheureux spécialiste de droit social, a une longue histoire, qui est la notion de mutualisation. Mutualisation en droit social, les mutuelles, on s'associe pour faire face à des risques communs. Donc il y a une idée de solidarité au sens actif du terme et volontaire du terme, par opposition à la sécurité sociale. Et la notion est aussi employée par les assureurs pour désigner autre chose, qui est une technique d'agrégation statistique des risques qui repose sur le calcul des probabilités. Et on a tenté à partir de... Enfin, on n'a pas tenté, on a commencé à partir de la fin du XXe siècle de dire, au fond, ces deux notions peuvent se confondre. Et pour le dire dans des termes plus clairs, les assurances peuvent parfaitement faire le travail de la sécurité sociale. Parce qu'elles aussi, elles font de la mutualisation du risque au sens du calcul, de l'agrégation des risques. Et là aussi, on voit que tout ce qui peut fonder un système au sens des mutuelles qui étaient liées à des affinités professionnelles, territoriales, etc., est expulsé au profit de pures opérations de calcul de risque dont on pense que, par les vertus du calcul, on pourra cesser de prendre en considération les particularités des personnes. Donc ce processus de réification me paraît tout à fait impressionnant, et surtout si on le met en rapport avec des secteurs qui ont résisté à la crise. Alors, je pense, enfin, vous n'êtes sans doute pas un spécialiste, mais de la banque islamique. La banque islamique, maintenant, même les grandes banques françaises essaient de monter des départements de banque islamique parce que c'est un secteur qui n'a pas été pris dans la crise. Pour des raisons qui sont d'ordre religieux. Normalement, on ne peut pas faire du prêt à intérêt, mais on s'arrange quand même pour avoir des résultats semblables. Mais ça repose sur un corps de croyances particulier qui explique que la banque islamique n'a pas été prise dans le système. De même, je m'interrogeais en écoutant sur qu'en est-il du secteur financier chinois. Est-ce qu'ils ont été pris compte tenu du rapport particulier qu'il y a avec l'État? Autrement dit, est-ce que ce modèle que vous avez décrit en construction
de ces infrastructures de marché communes qui visent à une sorte de régulation mondiale. Enfin, on est dans le rêve de la catalaxie hayekienne, hein, d'un système qui s'autorégulerait à l'échelle mondiale, ne doit pas compter avec, non seulement avec la persistance de personnes en chair et en os, dont il faudrait quand même, il est dangereux de ne pas tenir compte, mais aussi de grands ensembles, d'autres cultures juridiques qui peuvent avoir une autre façon de penser le crédit et la finance. C'est effectivement, sur ces questions de régulation financière, il y a souvent un angle mort qui est l'Asie, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on raisonne sur des ensembles intégrés politiquement que sont les États-Unis. C'est beaucoup un dialogue transatlantique, les États-Unis et l'Union européenne. Ce qu'on met en regard, par exemple, les grands textes de régulation financière, c'est le Dodd-Frank Act qui a été adopté aux États-Unis en juillet 2010, et puis tout le paquet législatif européen. Et on a du mal, c'est vrai, à avoir de l'information sur le secteur financier en Asie, hormis sur certaines places comme Hong Kong et Singapour. Oui, celle qui avait connu la crise de la fin des années 90, justement. Oui, tout à fait. Mais ce que je peux vous dire, parce que là, il y a des choses qui sont documentées, notamment par des travaux du FMI, pour montrer précisément ce déploiement géographique de la crise financière. Dans certains travaux du FMI, il est pris en exemple qu'on a retrouvé des positions de titrisation, donc des titres émis par des organismes de titrisation qui avaient été acquis par des banques, des organismes financiers en Chine et au Botswana. C'est pris en exemple par le FMI pour attester la dimension mondiale de la crise systémique au sein du secteur financier. Donc il semble que de ce point de vue, le système bancaire chinois, quoique sans doute il soit sujet à un contrôle politique plus important, ait été atteint aussi. Bien, merci beaucoup. On peut peut-être prendre... Non, on va peut-être faire la pause maintenant. On va faire une pause d'une dizaine de minutes. On reprendra et puis on parlera de droit de l'environnement et on pourra avoir quelques questions avec vous générales. Ça sera plus favorable à un rapprochement des deux thèmes qui, de façon très judicieuse, a été entamé dans les remarques que nous a fait M. Viñuales. Donc, je vous propose de reprendre à 11h. En remerciant M. Godmet, parce que